We have Eddie, Bélanger, Hunter, Swoboda, Alfie. Depuis 75 ans, la tradition veut que les Canadiens de Montréal se rassemblent devant l'objectif du photographe pour le portrait annuel d'équipe. Une image qui, cette année et pour la première fois, a profondément changé. Larry. Baseball players. Yeah. Well, why can't we? Can you tim it up? I haven't got a price yet. Go. You didn't study for this, right? Okay, here, everybody. Want to be dressed here? That's it. Nos pères nous ont appris leurs noms après les avoir eux-mêmes entendus de la bouche de leur père. Aurel Joliat, Howie Morans, Maurice Richard, Jean Béliveau. 3/4 de siècle durant, ces joueurs ont dominé le hockey comme nul autre athlète de sa discipline sportive. Gel with gel today. Going with the gel, Telly? Gonna say that greasy. Encore toi de moi. Rick, in the first paper this morning, the coach said you're better than Ron Langwood. Hey guys, they're gonna have Too late, that's what he say. they're gonna have Ludz's corner. Hey Ludz? I watch Chuck go. We're lucky. Sylvain, Eddie. Bienvenue au Forum de Montréal et au match de ce soir entre les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal. Au total, les Canadiens de Montréal ont remporté la Coupe Stanley 22 fois, s'assurant une moyenne d'une victoire tous les 2 ans au cours des 3 dernières décennies. Swedish. The best Swede in the NHL, Mats Näslund. The best centerman was injuries for three weeks. Pierre Mondou. The best right in The best Perignon, for sure, Mario Tremblay. Mario! He's looking fucking Larry. What are you looking at? Oh, yeah, you should talk. Joe Strap around the face. Oh, tell me, Rick. 5 against 3. Seasoned veterans. On dit des Canadiens de Montréal qu'ils forment une lignée dont l'origine remonte à 75 ans et qui mène aux Bob Gainey et Larry Robinson d'aujourd'hui. So when you got it over there, and then all of a sudden you pass it across. Now everything. If you just hang on to it and go in, then I can play your. Dans le vestiaire des joueurs, on peut lire cet extrait d'un poème. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous toujours de le porter bien haut. I'll get a net, yeah. Somebody be pushing them. 210 pounds of dynamite with a 1-inch fuse. Yeah.
true. Dans les années 70, à l'époque où Robinson et Gainey joignent les rangs de l'équipe, les Canadiens sont sur le point de remporter leur 4e Coupe Stanley consécutive. De nos jours, parmi les coéquipiers, on retrouve des Suédois, un Tchèque et autant d'Américains que de Québécois. Mais tous sont héritiers, au même titre, de la plus riche tradition que le sport ait jamais connue. Si quelqu'un a suivi l'évolution de l'équipe, c'est bien Aurel Joliat, un retraité de la billetterie des chemins de fer, aujourd'hui âgé de 84 ans. Mais lorsqu'il endosse l'uniforme des Canadiens, en 1922, Aurel Joliat est un jeune James Cagney. Pesant à peine 63 kilos tout équipé, il a un bon coup de patin, il sait manier le bâton et il est toujours partant pour la bagarre. À présent, Aurel Joliat est l'un des plus vieux membres de la plus vieille équipe de hockey. Il évolue encore sur la glace du canal Rideau à Ottawa et c'est lui-même qui affirme que, depuis son départ de l'école, il n'a jamais cessé d'être un véritable athlète. Après l'école, j'étais mon boss, autrement dire. Mes parents ne s'occupaient pas de moi dans le sport du tout, vous savez. Ils me laissaient faire, absolument. Joliat a 19 ans et il joue dans une équipe de hockey amateur quand il reçoit un appel des sénateurs d'Ottawa de la nouvelle Ligue nationale de hockey. Tom Gorman lui propose de devenir joueur professionnel. J'ai dit, comment est-ce qu'il va me donner pour la saison, Tommy? Il me répond, 350 piastres. 350 $ pour la saison. J'ai dit, merci beaucoup, Tommy. Puis j'ai sorti de son bureau, ça n'a pas été long. On est encore bien loin de l'époque des agents libres, et si Aurel Joliat refuse de jouer pour sa ville natale, Gorman a tout pouvoir pour l'empêcher de se joindre à une autre équipe de la Ligue. Gorman voulait me signer pour jouer pour Ottawa. Il dit, si tu ne joues pas pour Ottawa, il dit, tu ne joueras pas ailleurs. Aurel Joliat quitte donc Ottawa et prend le chemin des Prairies, dans l'Ouest canadien, où il devient la propriété de la nouvelle équipe professionnelle de Saskatoon pour le seul prix de son billet de chemin de fer. J'ai sauté dans le train. Il n'y avait pas une scène dans mes poches. Le conducteur arrive et dit, billet, ticket? Il dit, I have no ticket. Well, he says, why not? J'ai dit, c'est le propriétaire du club d'hockey de Saskatoon qui m'a invité. Et puis, il a dit, seulement mentionnez mon nom, et puis tu vas passer n'importe où dans l'Ouest, sur les trains. Alors, c'est ça que j'ai fait. 60 ans plus tard, Joliat soutient qu'il aurait parfois souhaité demeurer en Saskatchewan, y trouver un emploi stable et tout oublier du hockey. Mais le destin en décide autrement. Au début des années 20, Montréal est considéré comme le Paris du hockey. C'est là où évolue le club de hockey canadien, dont la fondation remonte à une douzaine d'années. Surnommés les Flying Frenchmen, les joueurs ont pour chef de file un avant du nom de Newsy Lalonde. Les Canadiens ont remporté une première Coupe Stanley vers le milieu de la Première Grande Guerre, mais lorsque commencent les années 20, Lalonde est déjà sur le retour. Léo Dandurand, le propriétaire de l'équipe, est-il à la recherche d'un bon marqueur de but? Et la réputation d'Aurel Joliat a franchi les frontières de l'Ouest. Dandurand persuade la LNH de lever l'interdiction contre Joliat et il échange Lalonde contre ce joueur de Saskatoon. Le sort veut que pour leur premier match hors concours, les Canadiens rencontrent la nouvelle équipe de leur ancien joueur étoile. Saskatoon est bien obscur à côté de Montréal. Et Newsy Lalonde a soif de vengeance. On n'était pas en condition, exactement, en pratiquant. J'ai monté, j'ai fait un rush. Et en m'en revenant, le jeu avait été à l'autre bout, vous savez. Lalonde m'avait donné un cross-check. Il m'a cassé le nez, puis il m'a brisé les dents aussi. Et puis, j'étais
À terre, complètement, knocké. Il n'y avait pas d'affaire à faire ça, mais c'était un... Lalonde, c'était un joueur très traître. Dans quelque discipline que ce soit, rares sont les noms qui compteront autant pour les Canadiens et le Forum de Montréal que ceux de Lalonde et de Joliat. Si la Scala évoque l'opéra et le Louvre les Beaux-Arts, le Forum est synonyme de hockey. Peu d'événements feront vibrer son enceinte autant que ceux que fera naître le premier grand héros des Canadiens, Howie Morenz. On peut difficilement le qualifier de Flying Frenchman, ce Morenz qui provient d'une petite ville de l'Ontario où on le surnomme The Stratford Streak. Après que les Canadiens lui eurent payé une note de tailleur s'élevant à 45 $, il débarque à Montréal à l'âge de 20 ans pour jouer aux côtés d'Aurel Joliat. Morenz, c'était le meilleur joueur de la Ligue. Hein? Oh, un vrai pique-nique, jouer avec Morenz. On t'a toujours placé... on se comprenait tellement bien, les deux, vous savez. On jouait toute une partie, et puis on t'apprend encore à jouer une autre partie. On se fatiguait pas, presque. Vous savez, le style de jeu qu'il jouait, Morenz. Howie Morenz deviendra le plus grand joueur de hockey de sa génération. Morenz et Joliat, tous deux bons vivants et âpres au jeu, remporteront 3 coupes Stanley durant les 12 années qu'ils passeront ensemble. Si ce n'était Joliat, dira Morenz, on n'écrirait pas autant sur moi. Il est devenu très populaire partout. Il remplissait les ronds partout dans la Ligue, vous savez. En ce début de 1937, Morenz et Joliat ont pris de l'âge. Mais Montréal se bat toujours pour la première position. 6 jours après la prise de cette photo dans le vestiaire des joueurs, Howie Morenz et les Canadiens rencontrent l'équipe de Chicago au Forum. Morenz a fait un de ses rushs, vous savez. Et puis, en tournant la défense, il a glissé, puis il est arrivé dans la bande, au bout du rond, dans la bande. Son patin a collé dans la bande. Et puis, il est arrangé de même. Puis le gros Earl Sybert, l'homme de défense, est venu. Puis il a tombé droit sur sa jambe. Puis ça a brisé sa jambe à 3 places. Voilà. Fait que là, ils l'ont sorti de la glace. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Mais il serait trop simple que cette histoire en reste là. Hélas, Morenz est perdu pour les Canadiens de Montréal. 40 jours après le match contre Chicago, Morenz se lève de son lit d'hôpital, s'écroule et meurt. Il n'a que 34 ans. La ville de Montréal est en état de choc et on expose le corps de Howie Morenz au Forum où ses admirateurs se pressent pour lui faire leurs adieux. En fait, ses funérailles dans le Forum où s'était cassé la jambe.
finalement, c'est ça qui l'a tué. Hein? C'est ça qui est mort d'une jambe brisée. Cependant, il n'y a pas que Howie Morantz pour hanter le Forum de Montréal. Outre les échos d'innombrables finales du passé et des championnats à venir, s'étend aussi l'ombre de l'homme dont le nom et le numéro constituent la plus grande légende de tous les temps dans le hockey. La rondelle est mise au jeu. Émile Bouchard reçoit la rondelle à la ligne bleue. Il entre le filet de Broda, le disque est pris par Stewart, qui à son tour lance le caoutchouc à la ligne bleue. Et c'est Blake qui reçoit la rondelle. Il passe à Mansdell. Mansdell à Richard. Richard lance. Et goal! Maurice Richard! C'est maintenant 3-2 pour le Canadien. Alors qu'il ne reste plus que 14 secondes à jouer en troisième période. Maurice Richard. Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignons nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Et pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup de colle. Nous lassions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment, nous savions tout à son sujet. Sur la glace, au coup de sifflet de l'arbitre, les deux équipes s'élançaient sur le disque. Nous étions 5 Maurice Richard contre 5 autres Maurice Richard, qui nous arrachions le disque. Nous étions 10 joueurs qui portions avec le même brûlant enthousiasme l'uniforme des Canadiens de Montréal. Tous, nous avions au dos son très célèbre numéro 9. Hello, comment ça va? How are you? Yeah. You speak French or... French and English. In English. Fait que c'est ton nom à toi? Patrick. Patrick Paris. Tu es un joueur de hockey? Oui. Tu joues pour qui, là? Mont-Royal, hockey, c'est quoi ça? C'est dans l'Université de Montréal? Non, c'est TMR. Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis que Maurice Richard a marqué son dernier but. Nombreux sont les jeunes qui se disputent encore l'honneur de porter son numéro, mais peu d'entre eux reconnaîtraient l'homme qui l'a rendu célèbre. Je connais pas ça, et moi, j'ai joué ici au hockey dans ce terrain-là. De nos jours, c'est à peine si l'on retrouve son nom dans le registre des records qui regorgeait de ses exploits. Avant l'expansion, dans le livre de records de la Ligue nationale, j'avais mon nom inscrit là peut-être 24, 25 fois pour différentes sortes de records. Je pense qu'il me reste peut-être un ou peut-être pas du tout durant les parties régulières. Et durant les playoffs, il m'en reste peut-être 4-5 records qui sont demeurés dans le livre de records de la Ligue nationale. Et depuis ce temps-là, bien, le hockey a évolué avec beaucoup plus d'équipes. Et le calibre de hockey n'est pas tout à fait le même. Et la compétition n'est pas la même. Alors, tous les records se sont envolés. D'ici quelques années, les records des 6 équipes dans notre temps vont tous être éliminés. Alors, il faut pouvoir s'attendre à tout. 1942, voilà plus de 40 ans. Et c'est l'arrivée de Maurice Richard parmi les joueurs du Canadien. Au camp d'entraînement, l'année suivante, l'entraîneur Dick Irvin le fait jouer aux côtés d'Elmer Lack et de Toe Blake. Dès 1945, The Rocket marque 50 buts en 50 matchs, fracassant le record établi en 1917, soit la toute première année d'existence de la LNH. 3 saisons, il n'en faut pas plus à Richard pour devenir le marqueur le plus prolifique de toute l'histoire du hockey.
compter un but, je ne le savais pas au juste, jusqu'à la dernière seconde, qu'est-ce qui était pour arriver. Il fallait que j'attende que le gardien fasse le premier mouvement. Et après ça, bien là, je lançais d'une manière différente ou je déjouais d'une manière différente. Si le Rocket marque des buts de façon exceptionnelle, son style de jeu l'est tout autant. 1953, Elmer Lack vient de marquer le but victorieux de la Coupe Stanley et Richard l'étreint avec une telle force qu'il lui fracture le nez. Le gardien Terry Sawchuk affirme que rien n'est plus redoutable à voir dans le hockey que le regard de Maurice Richard. Et dans la carrière pourtant tumultueuse du Rocket, aucune saison ne sera plus orageuse que celle de 1954-55. L'heure est à l'émotion. Richard est devenu un héros à travers tout le Canada et un dieu tribal au Québec. De plus en plus en butte à la méthode forte et aux réprimandes des arbitres, il riposte. La crise atteint son point culminant à Boston, où la bagarre éclate entre Richard et le défenseur Hal Laycock. Richard assène un coup si fort à Laycock qu'il en brise son bâton. Il s'empare d'une autre crosse et se remet à frapper Laycock. Retenu par un juge de ligne, il s'en prend aussi à ce dernier. C'en est trop pour les dirigeants de la LNH. Le président Clarence Campbell convoque Richard dès le retour du Rocket à Montréal. Campbell annonce la suspension de Richard. Richard will be suspended from all games, both league and playoff, for the balance of the current season. Je pensais dans ce temps-là que je ne méritais pas cette punition. Je méritais la punition, oui, les 3 dernières parties de la saison, parce que c'était arrivé durant les parties régulières. Mais la décision du play-off était un peu trop osée, je crois. Ils auraient dû me suspendre pour le début de l'année suivante, pour peut-être 10, 15 ou 20 parties. Alors, c'est une chose que je n'ai pas oubliée et que je n'oublierai pas, prochainement. C'est une chose que je n'oublierai jamais, je pense. Cette suspension blesse le Québec dans l'âme. Au lendemain de la nouvelle, les Canadiens reçoivent les Red Wings de Détroit. Main entrance of the Forum on St. Catherine Street. A huge crowd of people is assembled here. There's a number in the hundreds and the thousands. They're trying to stop the streetcars. They're on the streetcar tracks, but the police at the moment seem to have things... Le Rocket se présente au Forum peu avant l'heure du match. Une partie qui, somme toute, devient secondaire. Tous les yeux sont tournés vers Richard, car, sans lui, les Canadiens tirent de l'arrière. Soudainement, à la surprise générale, Campbell fait son entrée dans l'enceinte et gagne son siège habituel. La violence éclate. Les fruits, les programmes, les caoutchoucs et les injures se mettent à pleuvoir. Puis, la première période vient tout juste de prendre fin quand une bombe explose, projetant des nuages de fumée vers Campbell. Le président de la LNH finit par chercher refuge. Oubliant Campbell, la foule se précipite vers les sorties et la victoire est concédée à Détroit. À l'extérieur, l'émeute fera rage pendant des heures. Des magasins sont pillés, des voitures renversées et incendiées. 8 agents de police et 25 civils sont blessés. Les dommages se comptent par millions de dollars, tandis que les émeutiers se déchaînent rue Sainte-Catherine jusqu'à 4 heures du matin. Le lendemain, dans un forum dévasté, Richard s'adresse aux Montréalais sur les ondes de la radio. Parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je suis vraiment peiné de ne pouvoir m'aligner avec mes copains du Canadien dans les séries de détail. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et le Détroit. Le dénouement de l'affaire est loin d'être heureux. Boum Boum Geoffrion se fait huer en remportant le championnat des marqueurs et les Canadiens perdent en finale contre les Red Wings qui reçoivent la Coupe Stanley des mains de Clarence Campbell.
J'ai pas bien aimé ça, bien entendu. Je pense que la suspension, cette fois-là, c'est peut-être là que la décision s'est prise de vouloir montrer aux gens que la décision avait été mauvaise pour la Ligue nationale. Cependant, Maurice Richard ne perdra plus jamais de Coupe Stanley. Les 5 années suivantes verront les Canadiens établir un record inégalé jusqu'à aujourd'hui. En 1960, alors que les Canadiens battent les Maple Leafs de Toronto et remportent leur 5e championnat consécutif, Richard marque son dernier but. Depuis l'époque de Maurice Richard, le hockey a bien changé, mais pas toujours pour le mieux. Il reste que les patins que l'on offre encore à Noël continuent de faire rêver. Comme tous les jeunes, je suppose, à l'âge de 10, 11, 12 ou 13 ans, nous rêvons de faire carrière professionnelle dans le sport. Et j'ai été un des chanceux qui a percé de tout le groupe. Pourquoi moi plus qu'un autre? C'est très difficile à expliquer. Je me rappelle très bien que mes compagnons Victoriaville à ce moment-là, tout comme moi, aimaient le sport du hockey et rêvaient de porter l'uniforme du Canadien. Mais s'il y a un destin qui n'a jamais fait de doute, c'est bien celui de Jean Béliveau à Victoriaville, où des prêtres lui enseignent le hockey en arrêtant la rondelle de leur soutane. Quand il passe dans les rangs juniors à Québec, il faut construire une nouvelle patinoire pour recevoir tous ceux qui viennent le voir jouer. À 20 ans, il est le joueur le plus louangé au Canada. Cependant, coup de théâtre, Jean Béliveau refuse de se joindre aux Canadiens et à la Ligue nationale. À ma dernière saison à Québec, en 1951, comme junior, les amateurs, la population, la direction de la ville et tous ceux qui étaient associés de près ou de loin à l'équipe ont organisé une grande journée, on m'a présenté une automobile. Celle-ci était la première, je n'avais jamais eu d'automobile avant. Ceux qui me connaissent connaissent ma loyauté envers quelqu'un qui est honnête avec moi. Et j'ai décidé, en appréciation, de demeurer une autre saison. La Ligue senior, à ce moment-là, était très forte, très bien balancée. Punch Imlach en était le coach. Et j'ai décidé une autre saison pour finalement en jouer 2. Pour Béliveau, c'est affaire de loyauté, même si certains prétendent qu'il lui en coûterait trop cher de devenir professionnel, puisque Jean Béliveau, comme amateur, gagne déjà 20 000 $ par an à Québec, soit l'équivalent du salaire de Maurice Richard, le joueur le mieux payé de la LNH. Non, je n'ai jamais caché que j'étais très bien rémunéré à Québec. Il faut se reporter dans le contexte de 1950. Je venais d'une famille dont les moyens étaient loin d'être à l'aise. Cela a changé, je crois, ce début de cette carrière dans le hockey pour toute ma famille. À Québec, j'étais très bien traité à tous les points de vue, non seulement financièrement, mais la population m'a toujours, comme elle le fait encore aujourd'hui, à chaque voyage que je fais, à chaque événement que je participe, je suis traité royalement par la population de Québec. Jean Béliveau a tout du beau jeune premier. Au printemps de 1953, son mariage constitue l'événement mondain de l'année. Et quand il signe enfin un contrat avec les Canadiens, le moment passe à l'histoire. À l'époque, on raconte qu'il y a 2 religions au Québec,
l'Église catholique et les Canadiens. Béliveau joint donc les rangs d'une équipe dont les héros sont soutenus par une foule de partisans depuis le jour où ils endossent l'uniforme jusqu'à celui où ils le retirent. Vous êtes pour nous un bon exemple de continuer. Après 18 ans de hockey, Béliveau demeure l'image même de l'homme dont l'élégance sur la glace lui a valu 10 coupes Stanley. It's the heart that counts. That's right. Inspirés par Richard et menés par Béliveau, les Canadiens de la fin des années 50 forment peut-être la plus grande équipe de toute l'histoire du hockey. D'ailleurs, après tant d'années, leurs noms et leurs visages sont encore présents dans toutes les mémoires. Marshall, Johnson, Swan, Cole Blake, and you see Tom Foley with Mr. Selke and Senator Molson. La vie des hockeyeurs est alors plus simple. Un baiser à sa femme sur le quai d'une gare, une couchette dans une voiture Pullman et une destination dont l'exotisme s'arrête à Chicago. On les revoit encore au Forum. Les Doug Harvey, Dickie Moore et les Henri Richard, se taquinant sur l'effet des ans et des kilos et s'appliquant à compter leurs coupes Stanley. So it's 40. Yeah, but I got mine with different teams. If you wouldn't have played so well in Chicago, we would have had another one. Yeah. But it would have still added up to the same. What are you going to do? It would have been the same. Only I would have had the money in my pocket instead of yours. Yeah, it would be good. You broke the string, eh? They were good that year, you know. I had a young bride, and it was giving me whatever. I've just got to tell the truth. And the ocean. You understand that? I do. Pour ces hommes, c'était le bon temps. 5 coupes Stanley consécutives, un exploit jusqu'à ce jour inégalé. Mais quel exemple difficile à suivre. Car des joueurs qui prennent leur relève, on n'attend rien de moins que la coupe Stanley. Je me rappelle très bien, lors de la première expansion en 67, 6 nouvelles équipes avaient joint la Ligue, que j'avais exprimé l'opinion qu'il deviendrait extrêmement difficile d'avoir de ces longues dynasties. Vous pouvez avoir une dynastie qui va être de 2-3 ans, mais des dynasties qu'a connues le Club de hockey canadien. Si on regarde depuis l'arrivée de Maurice en 1942 à venir à 1980, si on regarde le record de cette équipe, il n'y a pas beaucoup de franchises professionnelles qui peuvent en montrer autant. McPhee à la fleur. Et il marque! Now Lafleur's Lafleur, and that's to put it plainly. Lafleur did it all. He come up the ice with full speed. They left the puck for him. And as in the middle and there, back to Lafleur. Oh! Lafleur makes this place into a frenzy again. What could be more improved? This Canadiens goal scored by number 10, Guy Lafleur. Jean Béliveau joue pour les Canadiens de Montréal jusqu'à l'âge de 40 ans. Une génération plus tard, mais avec 7 années de moins, Guy Lafleur, le dernier joyau de la couronne des Canadiens, annonce lui aussi qu'il accroche ses patins. À l'âge de Lafleur, Béliveau a encore devant lui 5 coupes Stanley à ajouter à sa fiche. Il n'empêche que Lafleur reçoit aujourd'hui les éloges habituellement réservés aux plus grands athlètes. He was a player that displayed individual talents, but never forgot about his teammates and his hockey team. And anytime you win 6 Stanley Cups, that's a great honor. And
I think Lafleur was one of the best that played and very, very great gentleman off the ice. Wayne Gretzky, c'est lui. Wayne Gretzky, le joueur de l'heure. Il est encore rapide comme l'éclair sur la glace, mais avec 2 buts du début de la saison à la fin de novembre, la touche magique qui le caractérisait n'y est plus. C'était pas le Guy Lafleur que moi je connaissais et que le public connaissait. C'était une des raisons, parce que moi je me disais tout le temps, bien, la journée que je travaillerai au hockey, mais c'est la journée que je déciderai de me retirer. Puis, parce que le hockey, c'est un jeu. Ça a toujours été un jeu pour moi. Le fun de jouer, si t'as pas de fun au hockey, bien, là, à ce moment-là, tu travailles, puis c'est pas intéressant du tout. L'histoire de Lafleur ressemble à une légende canadienne des temps modernes. Elle commence à Thurso, une petite ville du Québec où les perspectives d'avenir s'ouvrent sur 3 avenues principales. L'usine de papier, la patinoire et l'église catholique. Enfant de cœur à 6 ans et attiré par la prêtrise, Lafleur finira par choisir une autre voie. Or, le chemin qui mène à l'Arena Thurso s'appelle justement le boulevard Guy Lafleur. À l'âge qu'a aujourd'hui son fils Martin, le vendredi soir, Guy Lafleur s'endort revêtu de son équipement, ses patins tout près de son lit. Et tôt le samedi matin, il se rend à la patinoire où il se glisse par un trou dans le mur plutôt que d'entrer par la porte. Et là, complètement seul, il patine. Il lance. Et il compte les heures qui le séparent du match. Samedi après-midi, on jouait ici. Puis à 12 ans, j'ai joué Pee-Wee Bantam Midget dans la même journée. Tout ce qu'on avait à faire, c'est de changer de chandail. Quel numéro tu portais? Quel numéro que je portais? Je portais le numéro 4, comme Jean Béliveau. À 10 ans, et portant le numéro 4, Lafleur est la grande vedette du tournoi Pee-Wee de Québec. Déjà, le rêve de jouer un jour pour les Canadiens de Montréal est solidement ancré dans sa tête. Suivant en cela les traces de Béliveau, Lafleur voit dans le hockey plus qu'un emploi ou une carrière. Il veut en faire sa vie. Lui aussi est le joueur junior le plus en vue du Québec et de tout le pays. Les gradins de la patinoire construite pour Béliveau se remplissent maintenant pour Lafleur. Mais le style de jeu de Lafleur est différent de celui de Béliveau. Et les temps ont changé dans le hockey. Les joueurs les plus prometteurs du Québec n'appartiennent plus de droit divin aux Canadiens de Montréal. Aussi, quand vient la sélection des nouveaux joueurs, est-ce plutôt de l'inspiration divine qu'il faut pour soustraire Lafleur aux Sabres ou aux Canucks. 3 ans avant que Lafleur ne devienne éligible pour jouer dans la LNH, le gérant Sam Pollock a fait les échanges nécessaires dans ses choix de recrues pour obtenir ses services. À peine 8 jours auparavant, Jean Béliveau avait annoncé qu'il venait de jouer son dernier match. En 20 ans, aucun joueur des Canadiens n'a connu une telle gloire. Cependant, pour Guy Lafleur, une chose reste inchangée. Après les pratiques, je partais. J'étais le premier sorti de la patinoire. Avant les pratiques, j'étais 1 heure sur la patinoire avant tout le monde. C'est parce que je me sentais bien. Je me sentais comme un petit garçon de 10 ans, là, la première fois qu'il met les pieds au Forum. Là, puis je me disais, bien, je me comptais chanceux d'avoir la possibilité de patiner seul au Forum. Puis, quand j'étais seul, j'étais comme un enfant, si tu veux, qui regarde le Forum, puis qui est tout ébloui par le Forum, même à 30 ans, 33 ans. Peut-être pour certains gens, ça semble ridicule de penser de même, mais pour moi, c'était très important de me sentir, là, je sais pas, je me sentais fort quand j'étais seul sur la patinoire. J'avais la glace à moi tout seul.
Guy Lafleur tire de bonnes leçons de ses premières années, des leçons qui lui permettront de remporter 5 Coupes Stanley et de connaître 6 saisons de 50 buts. Depuis l'époque de Maurice Richard, pas un joueur n'a soulevé autant d'enthousiasme. J'acceptais pas de compter seulement 30 buts ou 27 buts. Pour moi, je savais que j'avais les capacités pour en scorer 40, 45. Ça voulait pas débloquer. Puis cette année, quand je suis arrivé, après 18 parties, j'avais seulement 2 buts, 3 passes. Hélas, Guy Lafleur ne marquera plus jamais de but. Il annonce qu'il se retire du hockey. Spécial Guy Lafleur, le programme. Spécial Guy Lafleur. Même pour un grand joueur comme Guy Lafleur, l'heure de la retraite sonne trop tôt. Dans un tout autre domaine, il serait au fait de sa carrière. Mais comme hockeyeur, pour lui, tout est terminé. Une fin vraiment navrante pour un homme passionné de hockey comme les Guy Lafleur, qui se reprochait un jour de faire parfois passer ce sport avant sa famille. Le hockey, c'était mon gagne-pain. Je donnais tout pour le hockey. C'est le hockey qui me faisait vivre, qui me faisait bien vivre. Et grâce au hockey, bien, parce que le public était là pour m'encourager, je me sentais peut-être devoir quelque chose à mon public. Puis avec tout ça ensemble, si tu es heureux au hockey, si le public est heureux, mais ta famille est heureuse. Mais le primordial pour moi, c'était de m'assurer de donner toujours 200%, même si à un moment donné, la famille était pour en souffrir, mais moi je savais qu'à un moment donné, sur la patinoire, j'étais à la hauteur de la situation. Puis en étant à la hauteur de la situation sur la patinoire, bien, tout le monde était content autour de moi. C'est une des raisons pourquoi que le hockey à ce moment-là était primordial. Il faut être un peu égoïste dans ce qu'on fait si on veut avoir du succès. Pour moi, c'est un plaisir de le faire. Surtout au Forum, c'est l'ambiance. Tu regardes en haut, tu as 22 Coupes Stanley, tu es entouré par toute une dynastie. C'était une chose que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, ça me manque un peu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Monsieur Aurel Joliat. C'est arrivé que je gardais la foule, le monde criait, je saluais le monde. Je suis arrivé sur le tapis, je ne l'avais pas vu. J'ai pris une vraie dive. Ils m'ont invité d'aller scorer un point contre l'ancien goaler Jacques Plante. Ça
faisait 47 ans que je ne savais pas scorer un point au football. Un joli acte, mesdames et messieurs. Il y a du monde qui a un talent, là, et il y a du monde qui a 2 talents, là, qu'on en 3, jusqu'à 4-5 talents. Mais moi, le seul talent que j'avais, c'est ça de patiner. Je joue au hockey. Je pense bien, tu vois. Everybody looking here, please. That's nice. That's all. Thank you very much.